Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. L'automne 1995 s'installait doucement sur la campagne tranquille de Virginie. Dans la vaste demeure familiale des Hay, l'air était chargé d'une tension sourde. Jonathan Hay, un homme d'affaires puissant et respecté, se tenait dans le salon lambrissé, son regard dur fixé sur la petite silhouette tremblante de son fils. Ethan n'avait que 3 ans. Son corps frêle était marqué par une paralysie partielle, un handicap moteur sévère qui limitait ses mouvements. Chaque pas, chaque geste était un combat silencieux. Depuis la mort tragique de sa femme, Sarah, quelques mois plus tôt, lors de l'accouchement, Jonathan vivait dans un silence glacé, incapable d'affronter la réalité. La douleur, la culpabilité et la peur d'un avenir incertain l'avaient plongé dans un mutisme émotionnel. Ce soir-là, alors que la maison semblait retenue dans une attente oppressante, Jonathan prit une décision terrible. Il se leva lentement, sans un mot, s'approcha du berceau d'Ethan. Le petit garçon, les yeux grands ouverts, semblait chercher la chaleur de son père. Jonathan prit Ethan dans ses bras, ses mains tremblantes trahissant un conflit intérieur déchirant. Il regarda une dernière fois le visage innocent de son fils, puis sortit dans la nuit froide. Le jardin était baigné d'une lumière argentée, la lune pleine éclairant la silhouette d'un grand chêne au bord de la forêt. Les feuilles mortes craquaient sous ses pas tandis qu'il avançait, chaque pas plus lourd que le précédent. Arrivé au pied du chêne, Jonathan posa doucement Ethan sur le tapis de feuilles. Le souffle du vent caressait les branches, comme une berceuse naturelle. Il regarda autour de lui, puis, sans un regard en arrière, s'éloigna, laissant derrière lui le son distant de ses pas se perdre dans la nuit. Seul, fragile et sans défense, Ethan garda les yeux ouverts, tentant de comprendre le silence oppressant qui l'entourait. Le froid mordait sa peau, mais une force obscure le poussait à ne pas abandonner. Les heures passèrent, et au petit matin, une silhouette apparut à la lisière des bois. Rose, une femme d'environ 70 ans, aux cheveux argentés tressés, sortait de sa cabane, un panier de plantes médicinales à la main. Elle repéra le petit garçon, allongé sous le vieux chêne, et son cœur se serra. Sans hésiter, elle s'approcha doucement, parlant d'une voix calme et douce. « Hey, petite. Ne crains rien. Je vais prendre soin de toi. » Rose enveloppa Ethan dans une couverture chaude, le portant avec précaution jusqu'à sa modeste demeure. Là, elle lui offrit un refuge, un abri fait de bois et d'amour. Les premiers jours furent un défi. Ethan, incapable de marcher sans aide, s'appuyait sur Rose pour chaque mouvement. Mais la vieille femme n'avait pas seulement la patience, elle avait la sagesse d'une vie passée en harmonie avec la nature. Elle lui montra comment écouter le chant des oiseaux, à sentir la terre sous ses doigts, à observer les saisons changer. Elle lui enseigna aussi la valeur de la résilience, la force de l'esprit face aux obstacles. Ton corps peut être fragile, Ethan, mais ton esprit est un guerrier. Tu apprendras à danser avec le vent, à marcher avec le soleil. Avec le temps, un lien profond s'installa entre eux. Rose devint plus qu'une protectrice, une mère, une guide, une amie. Malgré ses limitations physiques, Ethan développa une énergie intérieure impressionnante. Il apprit à se déplacer avec des aides improvisées, construisit des outils, communiqua avec les animaux. Il devint un enfant des bois, fort d'une sagesse qui dépassait son âge. La forêt n'était plus seulement un refuge, elle était devenue son royaume. 30 hivers, 30 étés, 30 automnes. Le temps s'était écoulé sans que le monde ne se soucie de l'enfant abandonné. Mais Ethan, lui, avait grandi, forgé dans le silence et la solitude des bois. À 33 ans, il était devenu un homme robuste, marqué par la vie, le regard clair et profond comme un lac ancien. Sa démarche était lente, mais sûre, appuyée par un bâton sculpté de ses propres mains. Son handicap était toujours là, mais il ne l'avait jamais laissé définir qui il était. Il vivait dans une cabane qu'il avait bâtie lui-même avec les conseils de Rose, aujourd'hui décédée. Il chassait avec un arc, reconnaissait les empreintes d'animaux, savait où trouver de l'eau pure même en été sec. Les habitants des hameaux voisins le connaissaient comme le fils des bois, un être mystérieux, presque mythique, toujours prêt à aider, mais qui vivait à l'écart du monde des hommes. Mais malgré son apparente paix, une douleur silencieuse persistait au fond de lui. Un vide que ni les arbres ni les saisons ne pouvaient combler. Le souvenir d'un père. D'un regard froid. D'un abandon jamais expliqué. Un matin d'hiver,
Alors que la neige recouvrait la forêt d'un manteau silencieux, un homme frappa à sa porte. Il portait un manteau de laine épais et une enveloppe cachetée. Le messager, envoyé de Richmond, semblait presque intimidé par cet homme des bois au regard perçant. « C'est une lettre, de Jonathan et votre père. Il est mourant. Il veut vous voir. » Ethan prit l'enveloppe entre ses doigts rugueux. Le papier était luxueux, mais froid. Comme le monde qu'il avait quitté enfant. Il ne dit rien, mais cette lettre, il l'a lue des dizaines de fois cette nuit-là, à la lueur d'une lampe à huile. Il hésita. Pourquoi maintenant? Pourquoi après tout ce temps? Mais une voix intérieure, peut-être celle de Rose, lui souffla qu'il devait aller chercher la vérité. Richmond. La ville bourdonnait comme une ruche de métal et de verre. Les klaxons, les écrans, les foules pressées. Ethan s'y sentait comme un étranger dans un monde qui avait continué sans lui. Ses vêtements faits de toile rustique et de cuir usé, ses gestes simples, son regard franc, tout en lui dérangeait. Les gens le regardaient avec curiosité ou méfiance, certains avec condescendance. Il marcha à travers les rues, lentement, absorbant chaque détail avec un mélange d'émerveillement et de douleur. Les souvenirs revinrent en rafale, une balançoire brisée dans un parc, les bras absents d'un père, le goût du lait chaud préparé par Rose. Chaque coin de la ville réveillait une cicatrice. C'est devant l'hôpital privé où résidait Jonathan et qu'il croisa Lisa Matthews. Jeune journaliste, fine observatrice, elle le remarqua lorsqu'il fut refoulé par un agent de sécurité, incapable de prouver son identité. Elle s'approcha, intriguée par son allure singulière. « Vous êtes qui, exactement ?» demanda-t-elle avec curiosité. « Je suis son fils. » Lisa, fascinée, l'invita à s'asseoir dans un café à l'angle. Il parla peu, mais suffisamment pour éveiller son intérêt. Elle sentait qu'il y avait là une histoire humaine, une injustice, une vérité oubliée. Touchée par sa sincérité brute, elle décida de l'aider. Elle contacta des avocats, utilisa ses contacts dans les médias pour faire pression. Petit à petit, les portes commencèrent à s'ouvrir. Jonathan n'était plus que l'ombre de l'homme qu'il avait été. Allongé dans une chambre luxueuse, les machines respirant à sa place, il avait le visage creusé, les yeux perdus. Quan dicen entra, Jonathan détourna le regard. Il reconnut cet homme sans l'accepter. Comment ce fils-là, cet enfant qu'il avait laissé mourir, pouvait-il être encore là? Tu n'as rien à faire ici. Mais Ethan, debout malgré ses douleurs, le regarda droit dans les yeux. Tu m'as laissé. Tu m'as condamné. Et pourtant, je suis vivant. Jonathan resta silencieux. Des jours passèrent. Lisa revenait chaque soir, encourageant Ethan à ne pas fuir. Et peu à peu, quelque chose changea. Jonathan, rongé par la maladie et le poids des années, commença à parler. D'abord par bribes, puis avec des larmes. Il raconta sa peur, sa lâcheté, sa douleur d'avoir perdu sa femme, et son incapacité à aimer un fils différent. Les jours s'égrènent lentement dans la chambre d'hôpital. Le souffle de Jonathan est de plus en plus court, mais chaque soir, il demande à voir Ethan. Le dialogue est d'abord hésitant, haché de silence. Mais peu à peu, la voix de Jonathan devient celle d'un homme qui n'a plus rien à perdre, si ce n'est son orgueil. Allongé sous les draps blancs, les mains tremblantes, il lève les yeux vers ce fils qu'il n'a jamais connu. « Je ne savais pas comment t'aimer, Ethan. J'avais peur. Ta mère, elle était mon monde. Et quand elle est morte, j'ai vu en toi non pas un enfant, mais un rappel de sa disparition. Et ton corps si fragile. Je me suis dit que tu ne tiendrais pas. Alors j'ai fui. » Ethan reste silencieux, les bras croisés, le regard dur. Mais derrière ce silence, ce n'est pas la colère qui gronde, c'est l'attente. Celle d'un fils qui voulait entendre ces mots depuis 30 ans. Jonathan continue, la voix cassée par les sanglots qu'il avait étouffés toute sa vie. Je croyais que te laisser là-bas, c'était mieux que de te voir souffrir ici. Mais c'était lâche. J'ai vécu dans le luxe, dans les apparences. J'ai tout construit, sauf moi-même. Ethan s'approche, lentement. Il pose la main sur celle de son père. Puis, il parle. Tu m'as brisé. Mais pas détruit. Rose m'a appris à vivre avec ce vide, à le transformer en force. Je suis ce que je suis, non pas grâce à toi, mais malgré toi. Il marque une pause, puis ajoute, plus doucement. Et pourtant,
je te pardonne. Pas pour effacer ce que tu as fait, mais pour ne plus en être prisonnier. Mon amour de la vie est plus fort que ta peur. Les larmes coulent sur les joues parcheminées de Jonathan. Pour la première fois, il pleure non par regret, mais par soulagement. Le pardon d'Ethan est un baume qu'il n'espérait plus. Il ferme les yeux, apaisé. Lisa, fidèle à son engagement, publie l'histoire d'Ethan dans un grand journal national. L'article, intitulé « L'homme que les bois ont sauvé », devient viral. Il ne s'agit pas d'un récit de vengeance, mais d'un chemin de lumière. Le public découvre un homme qui, malgré le rejet, la solitude et la douleur, a choisi de construire, d'élever, de transmettre. Les lettres affluent. Des mères, des jeunes handicapés, des familles brisées. Des témoignages. Des soutiens. Des invitations à des conférences, à des rencontres, à des plateaux télé. Mais Ethan refuse les projecteurs vides. Il accepte la visibilité, à condition qu'elle serve à quelque chose. C'est ainsi qu'il fonde le Sentier de Rose, une association dédiée aux enfants abandonnés, aux personnes en situation de handicap et à l'éducation à l'empathie. L'association œuvre pour créer des lieux d'accueil, des formations à l'autonomie, des campagnes contre la stigmatisation. Son premier centre est inauguré dans la forêt même où il avait été laissé. Là où tout a commencé. Quelques semaines plus tard, Jonathan s'éteint, paisiblement. Dans sa main, une photo de Rose et d'Ethan enfant, que Lisa avait retrouvée dans les archives locales. Ethan organise des funérailles sobres, sans faste, mais dignes. Il ne cherche pas à réécrire l'histoire, mais à la clore avec vérité. Devant la tombe de son père, il murmure simplement. « Tu m'as offert la vie, puis tu m'as arraché l'amour. Mais j'ai trouvé le reste par moi-même. Que la paix te trouve, enfin. » Ethan retourne régulièrement dans les bois, non plus pour fuir, mais pour se ressourcer. Il construit une petite bibliothèque ouverte dans la clairière de son enfance, où les visiteurs peuvent lire, écrire, ou simplement écouter les arbres. Lisa est restée à ses côtés. Leur complicité s'est muée en affection profonde. Ensemble, ils écrivent un livre, Sous le chêne, un récit entre mémoire, douleur et renaissance. Et parfois, Ethan s'assoit sous le vieux chêne, là où tout a commencé. Il ferme les yeux, écoute le vent. Il pense à Rose. Il pense à l'enfant qu'il était. Et il sourit. Car il sait désormais que même les racines les plus blessées peuvent porter du fruit.